comment marche la thermoluminescence et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans vos problématiques d'authentification de terre cuite. On pourra aussi parler du carbone 14, de la dendrochronologie ou de toutes les méthodes de datation qui vous intéressent. Vous n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions, hein. Il n'y a pas de problème. On va essayer de ne pas faire recours un peu trop théorique parce que c'est quand même une méthode qui est très très compliquée, qui est très complète. Ça marche bien. Donc la thermoluminescence, c'est une méthode qui permet de dater toutes les terres cuites, quelle que soit leur époque et quelle que soit leur culture. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui se produit? On est tous irradiés. On est irradiés parce qu'autour de nous, on a des éléments radioactifs. On a du thorium, du potassium, du rubinium, de l'uranium, toutes ces choses-là qui vont se désintégrer, et dans leur chaîne de désintégration, ils vont émettre des rayonnements et des particules ou de l'énergie. Et toutes ces choses-là, ça va faire que y a de l'énergie en permanence autour de nous. Heureusement, sur le corps humain, ça ne fait rien, on est tranquille. Par contre, sur certains cristaux, et en particulier les cristaux de quartz, il va se produire des phénomènes physico-chimiques intéressants. Ils vont avoir la propriété de capter une partie de cette énergie. Ils vont emmagasiner cette énergie. Et on va travailler sur cette énergie. On va la libérer sous forme de lumière lors de chauffage, d'où le nom de thermoluminescence. Donc on chauffe et on a une lumière. Alors cette propriété intéressante qu'on retrouve dans le feldspath et dans le quartz, c'est très sympa pour nous parce que du quartz, il y en a partout. Et c'est un des éléments les plus présents dans la croûte terrestre. Donc dès qu'on fabrique une terre cuite, que ce soit dans la pâte céramique ou dans le dégraissant, on a du quartz. Donc on va pouvoir étudier toutes les terres cuites, mais également toutes les roches chauffées, les roches préhistoriques, les galets chauffés pour faire bouillir l'eau, les sols rubéfiés. On a quand même pas mal de boulot. Alors comme toujours à thermoluminescence, à datation, il faut une remise à zéro. Il faut savoir à partir de quand on va commencer à compter. Et cette remise à zéro, c'est le chauffage. Le chauffage initial va tout remettre à zéro. Donc on va dater le dernier chauffage, qui, bien souvent, pour une terre cuite, correspond au chauffage initial lors de sa fabrication. Donc l'âge obtenu, théoriquement, est l'âge de la fabrication de l'objet. Il faut relier la dose archéologique emmagasinée par la silice, emmagasinée par la terre cuite, au temps. Alors là, on a de la chance parce que les radioéléments responsables de l'irradiation ambiante ont des durées de vie de plusieurs milliards d'années, des millions ou des milliards d'années. Donc sur la durée de vie de la terre cuite, finalement la durée de vie de la terre cuite, d'abandon et de stockage, on va dire dans le sol, c'est négligeable par rapport aux durées de vie des radioéléments. Et de ce fait, la terre cuite reçoit un rayonnement qui est constant. C'est-à-dire qu'on a donc de l'énergie qui provient des radioéléments, la terre cuite va absorber une partie de ces radioéléments et va surtout l'absorber de manière constante avec le temps. Donc on a un système qui est pratiquement linéaire. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, mais on peut, dans une première approche, considérer que le système est linéaire. Lorsqu'on a récupéré le tesson, lorsque le chauffe, on a ce qu'on appelle une courbe de thermoluminescence, qui est la variation de la lumière émise par les cristaux de quartz qu'on retrouve dans la terre cuite par rapport au chauffage appliqué. On va chauffer jusqu'à à peu près 400 ou 500 degrés. Alors comme on a vu tout à l'heure, lorsque l'objet vient d'être chauffé, le signal est nul, on l'a remis à zéro, puis avec le temps, on a le même système que là. Avec le temps, la courbe de thermoluminescence va augmenter progressivement. Alors on élimine tout ce qu'il y a avant, tout le côté gauche à peu près avant 200, 230 degrés, toute cette partie-là, parce que c'est des pièges qui sont instables. Donc on les élimine, ils ont tendance à se vider naturellement avec le temps. Donc la dose d'irradiation responsable de cette courbe naturelle, on va l'appeler la dose archéologique ou la paléodose. Elle correspond donc à la dose emmagasinée par la terre cuite, ou plutôt par les cristaux de quartz. Il va falloir ensuite diviser cette dose archéologique par ce qu'on va appeler la dose annuelle, qui est la dose reçue par la terre cuite à une année, et qui est constante
parce qu'on vient de voir que les radioéléments ne changeaient pas, les durées de vie étaient très importantes. Donc c'est en divisant cette dose archéologique par la dose annuelle qu'on va retrouver l'âge de dernière cuisson que nous cherchons. Alors pour trouver la dose archéologique, c'est assez facile. On fait ça au laboratoire avec une dose parfaitement calibrée, on a des sources radioactives, on sait ce que ça représente, et on fait des comparaisons des signaux naturels avec les signaux artificiels. Donc il y a différents protocoles plus ou moins longs. On divise le résultat par la dose annuelle pour obtenir l'âge de dernière cuisson. La dose annuelle, elle, c'est beaucoup plus compliqué à calculer, parce qu'elle dépend de la concentration en radioéléments, du thorium, potassium, uranium. Le problème, c'est que ces choses-là, il y en a très peu. C'est des ppm, c'est des parties par million. Alors pour mesurer les concentrations en radioéléments, c'est super compliqué. Il y en a très peu, il faut vraiment des grosses machines et ça coûte très cher. En plus, il faut bien savoir, quand vous avez un objet qui est irradié par lui-même, il a une auto-irradiation due à sa composition, mais également due au milieu environnant. C'est-à-dire que ça irradie, ça irradie, ça irradie. Et comment vous faites quand vous avez découvert un objet pour avoir le dessus? Vous ne l'avez plus. Donc il y a quand même un problème de méthode là-dessus, dans le calcul de la dose annuelle. Et finalement, on a abouti à dire on va avoir des abacs, et par culture, par période, on aura des doses annuelles fixes. Donc on peut faire des protocoles plus ou moins longs, plus ou moins compliqués, avec plusieurs cours, plusieurs normalisations, mais le système est toujours le même. On cherche la dose archéologique et on divise cette dose archéologique par la dose annuelle. Ici on est sur une terre cuite Anne, la dose est de 0,045, comme tout à l'heure chez les Tang, et l'âge est de 1850, ce qui nous prouve quand même qu'on peut dater énormément de... On peut dater du 20e jusqu'à 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. La marge est très grande. Alors on peut faire des études, par exemple, ça c'est une étude sur Mali qui permet aussi, comme on a vu tout à l'heure, de retracer l'histoire des cultures. On voit que la durée de vie des Djénés, ça va à peu près de 1000 à 1500 après, avec une apogée autour du 12e, 13e. Et on retrouve ça sur le terrain également par les fouilles archéologiques, ça c'est intéressant. Si on l'applique maintenant au Nigeria, à la culture Nok, ça c'est encore plus intéressant parce que chez les Nok, on ne fait pas de fouilles archéologiques. C'est assez tendu le Nigeria à ce moment. Donc ça nous permet aussi d'étudier des cultures par correspondance en restant en laboratoire. Ça allait sur le terrain. Quelquefois on a des choses qui sont surprenantes, qui vont complètement à l'opposé de ce qui a été écrit dans les bouquins. Par exemple ici, sur l'étude sur les tessons Taino, on voit qu'on arrive pratiquement jusqu'à la fin du 19e, alors que d'après tous les bouquins, à partir de 1520, il n'y en a plus. Donc on arrive de temps en temps à corriger des copies qui ne sont pas très conformes. Le bronze est fabriqué à la cire perdue. Et qui dit cire perdue, dit noyau à terre cuite à l'intérieur, qu'on voit très bien là, tout noir. Donc on va prélever. Là, mais là en fait, ouais, je pense que ça va. C'était pas en contre-jour? On va prélever cette chose-là. Il faudrait que tu sois un peu en hauteur. Tu vas la mettre comme ça. Voilà, au beau noyau. C'est comme la terre cuite, la terre réfractaire, c'est la même chose. En fait, on va définir. Oui, parce qu'on a c'est le début. Voilà, et puis on a des séances à comprendre. Et voilà, et ensuite, on va ensuite c'est le passage. C'est intéressant. Voilà.